Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Africa 24. Au sommaire. Quel horizon pour la langue française? Question charnière du 19e sommet de la francophonie. L'événement s'est ouvert ce vendredi à Villers-Cotterêts en France en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. Alors qu'un huis clos est prévu ce samedi après-midi, nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux dans ce journal. Au Kenya, le parti au pouvoir refuse l'extension du mandat du président de la République et des élus. Dans un communiqué, l'UDA fait savoir son opposition au projet de révision constitutionnelle et dénonce des propositions antidémocratiques. Et il est à la conquête de la présidence de l'Abad. Abbas Mahamat Toli, l'ancien gouverneur de la BEAC, vise le fauteuil d'Akinoumi Adesina en 2025. Alors que la liste des candidats s'étoffe, l'ancien ministre des Finances du Tchad est notre invité. Il déroulera sa vision et son plan d'action dans cette édition. L'avenir de la langue française se construit à Villers-Cotterêts en France. Ce vendredi était jour d'ouverture du 19e sommet de la francophonie en présence d'une dizaine de chefs d'État africains et de 160 délégations. Une première journée marquée par un discours du président français Emmanuel Macron, une table ronde sur le numérique et un dîner de chefs d'État au palais de l'Élysée. Ce samedi après-midi, les chefs d'État et de gouvernement se réuniront en huis clos au Grand Palais de Paris pour discuter des crises internationales en cours et notamment de l'insécurité dans l'est de la RDC, source de tensions avec le Rwanda voisin. Autre sujet important de ce conclave, la suspension des États de l'AES, grand absent de ce rendez-vous. Pour la première fois, des jeunes créateurs, entrepreneurs et activistes prendront part au débat en plénière sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Une langue d'invention et de réinvention, ce sont les mots du président français à l'ouverture de ce sommet de la francophonie. Si le français réunit 320 millions de locuteurs dans 88 pays, l'Afrique à elle seule concentre 80% des francophones dans le monde. Et ce 19e sommet de la francophonie est surtout l'occasion de faire rayonner une langue française en perte de vitesse depuis plusieurs années. Rejoignons sur place à Villers-Cotterêts nos envoyés spéciaux Aïssatou Diamant Kabeslan, Brice Feuillong et Charline Kwa. Nous sommes en direct de Villers-Cotterêts au château de la Cité internationale de la langue française, un lieu chargé d'histoire qui accueille aujourd'hui le 19e sommet de la francophonie. 33 ans après, pour ce premier jour, de nombreux chefs d'État ont été accueillis par la secrétaire générale de la francophonie et le couple présidentiel Emmanuel Macron et son épouse, ainsi ouvrant la voie à des échanges cruciaux sous le thème « Créer, entreprendre et innover en français ». Ce sommet se veut un catalyseur d'idées. Il s'agit de favoriser la coopération et d'affirmer le rôle du français dans un monde en constante évolution. Cette année, une initiative audacieuse va révolutionner le format des discussions. Des jeunes seront invités à la table des chefs d'État apportant leur vision et leurs idées. Je suis Charline Kwa pour Africa 24 depuis Villers-Cotterêts. Merci Charline. Et toujours dans l'actualité au Kenya, le parti au pouvoir s'oppose à la prolongation du mandat du président de la République, des députés et des gouverneurs. L'Alliance démocratique unie vient de rejeter un projet de révision constitutionnelle qui propose d'étendre les différents mandats électifs de 5 à 7 ans. Dans un communiqué, le parti du président William Ruto a qualifié le projet d'antidémocratique alors qu'une audience publique est prévue le 25 octobre 2024 pour recueillir l'avis des citoyens. Les précisions de Mildred Yamou. L'Alliance démocratique unie, UDA, parti au pouvoir au Kenya, a rejeté une proposition de loi d'amendement constitutionnel présentée par l'un de ses membres, le sénateur Samson Cherargei, visant notamment une prolongation du mandat des titulaires de fonctions électives. Le projet de loi portant modification de la Constitution du Kenya de 2024 propose d'étendre de 5 à 7 ans le mandat du chef de l'État, des députés, des gouverneurs et des membres des assemblées de comté. Dans un communiqué publié le 2 octobre
2024, l'UDA a déclaré que la législation viole les principes démocratiques du pays. Il est très préoccupant de constater que ce projet de loi cynique, profondément erroné et égoïste, contrevient à une aspiration de longue date du peuple kényan de mettre fin à l'enracinement antidémocratique des monopoles politiques irresponsables. Le parti se dissocie de ce projet de loi et rappelle à l'ordre tous ses militants. Le projet de loi est incompatible avec notre politique et nos aspirations. Pour le sénateur de l'UDA, Samson Chiragei, la prolongation du mandat des élus leur permettrait de bénéficier d'un délai raisonnable pour mettre en œuvre des projets de développement. Cependant, d'autres acteurs opposés à ce texte estiment qu'il s'agit d'une mesure visant à maintenir le président William Ruto et son gouvernement au pouvoir et à détourner l'attention du public des problèmes urgents tels que les difficultés socio-économiques et la malgouvernance. Pendant toute période électorale, nous perdons une année entière en campagne et une autre année est perdue juste après l'élection à cause des litiges devant la Cour suprême et par la suite la période de transition du nouveau gouvernement qui s'installe dont la formation de nouveaux membres. Cela inclut le contrôle du cabinet par le Parlement et la nomination de hauts dirigeants du gouvernement. Au total, nous perdons 2 ans sur une période de 5 ans, ne laissant que 3 ans au président et au nouveau gouvernement pour travailler. Il est donc justifié d'augmenter la durée du mandat présidentiel à 7 ans par mandat pour un total de 14 ans. La loi organique propose entre autres la création du bureau du Premier ministre qui sera nommé par le président parmi les membres du Parlement et l'implication du Sénat dans l'approbation du déploiement des forces de défense nationale. Une audience publique est prévue le 25 octobre 2024 pour recueillir l'avis des citoyens sur le projet de loi d'amendement constitutionnel. Pour sa part, le président William Ruto a exprimé son opposition au projet de loi. Au Kenya, les dirigeants élus exercent un mandat de 5 ans. La Constitution limitant à 2 le nombre de mandats consécutifs pour le président et les gouverneurs. Il se place en première ligne dans la course à la présidentielle de la Banque africaine de développement. L'ancien gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, espère succéder au Nigérian Akinwumi Adesina en 2025. Face aux 4 autres potentiels candidats, l'homme politique tchadien peut compter sur le soutien officiel des États de la CEMAC, dont il a dirigé la Banque centrale entre 2017 et 2024. Après un mandat à la BEAC marqué par la crise des matières premières et le Covid-19, Abbas Mahamat Toli souhaite devenir le premier ressortissant d'Afrique centrale à prendre la tête de la BAD au lendemain du 60e anniversaire de cette institution. Une ambition assumée pour cet ancien ministre des Finances qui a gravi tous les échelons de l'administration tchadienne. Abbas Mahamat Toli, bienvenue sur Africa 24. Merci. Dites-nous, ça fait déjà 6 mois que votre mandat a pris fin à la tête de la BEAC. À quoi ressemble votre quotidien hors du costume de gouverneur? Écoutez, je lis beaucoup, je suis l'actualité économique des États, aussi bien de la région que de la sous-région que de l'Afrique en général, l'actualité économique mondiale. Et je m'occupe également de ma campagne pour la présidence de la BAD. Justement, mai 2025, c'est une échéance importante pour vous, puisque vous êtes candidat, vous l'avez dit, à la présidence de la BAD. Quel est votre programme et votre vision du rôle de cette institution-là dans le développement du continent africain? Moi, je crois beaucoup en l'avenir de l'Afrique, en la capacité des Africains de se réinventer et d'innover. Je porte un projet pour l'Afrique. Et j'ambitionne justement consolider les acquis très nombreux de la présidence du président Adesina et de renforcer ces acquis afin d'améliorer l'action de la BAD et la rendre plus pertinente pour les États de l'Afrique. De la sous-région, je pense que c'est une institution extrêmement importante dans la mesure où c'est l'institution de développement multilatéral à l'échelle continentale et dont le rôle s'est révélé extrêmement plus pertinent et important au cours des différentes crises que vous venez de citer. Et je pense que nous avons besoin d'aller plus loin et plus rapidement pour placer cette institution au devant justement
de l'espace de la scène, je veux dire, financière internationale. Et pour vous, quels sont les points prioritaires dans cette nouvelle ère de la BAD que vous pourriez incarner? La priorité en Afrique, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup a été fait, mais il reste quand même que les défis sont nombreux. Je prends par exemple le domaine de l'énergie, la sécurité alimentaire, le changement climatique, la connectivité, le rôle de la femme, la gouvernance en Afrique. Pour ne citer que cela, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de la marge, et cette institution doit se renforcer et doit constamment renforcer son assise financière et renforcer ses capacités pour être véritablement à la mesure des enjeux actuels et des défis futurs et être constamment au service des Africains. Je pense que cela nécessite beaucoup de travail. Cela nécessite de développer des partenariats avec le reste du monde. Cela nécessite également un engagement. Il faut croire justement en la capacité de nous, des Africains, de pouvoir justement affronter ces défis et de pouvoir les lever. Et cela suppose qu'il faut travailler sans relâche et être conscient justement que les financements actuels ne suffisent pas parce que notre zone est perçue comme étant une zone où les coûts de production sont extrêmement élevés. Nous avons un déficit énorme en matière de financement des infrastructures. Pour l'essentiel, il faut mobiliser beaucoup de financements, pas seulement les financements concessionnels que peut mobiliser la BAD, mais il faut également mobiliser des financements secteur privé afin d'accroître les investissements dans le secteur des infrastructures. Aujourd'hui, les besoins sont estimés par la BAD à peu près 150 milliards annuellement. Oui. Et nous en sommes très loin du compte. Et je pense qu'il faudrait que la BAD mobilise développe des partenariats avec les secteurs privés, mais aussi bien avec les autres institutions multilatérales, pour que des investissements soient orientés vers des secteurs à fort potentiel de croissance. Et je pense que de ce fait, on peut réduire les coûts, les perceptions du risque également du continent, lorsque les coûts de production vont se réduire. L'Afrique sera également une destination des investissements. Lorsqu'on aura attiré suffisamment d'investissements étrangers, eh bien, ça peut créer de la croissance. Cette croissance, elle va également générer des effets bénéfiques sur la résorption du chômage des jeunes, oui, mais également avoir des externalités positives sur d'autres secteurs, notamment les secteurs sociaux. Et parmi justement les points phares de votre programme, on note la transformation des matières premières et l'industrialisation locale. Sur quel levier on appuie quand on sait que beaucoup d'économies africaines comptent énormément sur l'exploitation brute de leur sous-sol? Absolument, vous avez raison de dire qu'il est absolument important de diversifier les bases économiques de nos pays. Ce n'est pas tout que d'exporter les matières premières. Si vous exportez les matières premières, vous exportez également vos emplois. Plus le processus de production est long, plus vous ajoutez de la valeur à vos produits d'exportation et plus vous aurez également les capacités de résoudre le chômage des jeunes. Et je pense que c'est vers là qu'il faut engager nos actions et travailler de concert avec les États membres qui sont également récipiendaires des appuis de la BAD pour que les économies de la zone soient diversifiées et que les investissements dont je citais sur les infrastructures vont viser effectivement à réduire les coûts de production. Ce ne sera pas simplement des investissements publics lorsque cela aura été réalisé, lorsque le coût d'énergie sera disponible à moindre coût, lorsque les infrastructures de transport, les infrastructures portières, aéroportières, tout ça sera développé, eh bien, ce sera une destination intéressante pour les investisseurs privés qui viendront également créer des emplois et investir dans des secteurs pour justement accroître le niveau de croissance. Et quand il y a plus de croissance et quand celle-ci elle est inclusive et bien durable, eh bien c'est cela qui va réduire le chômage et ce sera utile justement pour le bien-être justement des populations. Et l'un des points pour accroître ou pour booster cette croissance-là, c'est l'intégration régionale, le commerce intra-régional que vous comptez soutenir avec une meilleure implication au sein de la ZLECAf, le marché unique africain. Mais on sait que trop de paramètres restent à harmoniser sur ce projet-là. Comment comptez-vous accélérer le processus de mise en place de ce marché unique au sein de la ZLECAf? C'est très important parce que le traité de la ZLECAf, c'est en droite ligne un peu de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ces objectifs d'intégration sont également bien déclinés dans la stratégie décennale de la BAD.
ce qu'il faut, il faudrait bien que tous les pays signent les traités de le cadre de la zone de libre-échange économique. Et il faudrait également, c'est une chose d'avoir justement ces traités signés, mais c'en est une autre, de développer les infrastructures qui permettent la connectivité entre les populations, entre les pays. Il faut développer des infrastructures intégrataires comme les routes, les chemins de fer ou les lignes électriques qui peuvent également servir, c'est-à-dire que deux pays à la fois. Et voilà, c'est le type d'infrastructure qu'il faut financer pour baisser le coût de production pour les entreprises et également faciliter, justement, créer un environnement qui soit propice au développement des affaires et à l'investissement privé. Parler d'affaires revient également, Abbas Mahamat Touli a évoqué la question monétaire avec le franc CFA, qui rassemble quand même une bonne dizaine de pays africains et qui semble inamovible malgré les critiques autour. Votre position sur le sujet rame un peu à contre-courant des gros débats sur la souveraineté monétaire. Vous pensez que les avantages du franc CFA pèsent plus sur la balance que la connotation coloniale qui lui est attribuée? Bon, c'est peut-être pas le sujet de ce débat, mais ce que je peux dire aujourd'hui, que quand vous regardez l'agenda 2063 de l'Union africaine, il y a là-dedans la création des institutions financières africaines, dont la Banque centrale africaine. C'est absolument important d'avoir une monnaie unique pour l'ensemble du continent, dans lequel les transactions s'effectuent, dans lesquelles les prix justement de tout est libellé, la dette sera libérée. C'est absolument une très bonne chose et je pense que ça, c'est un engagement politique des dirigeants africains et donc la BAD a également un rôle d'aider justement à l'atteinte de ces objectifs. Je pense que c'est davantage, et ça fait partie justement des éléments qui vont renforcer l'intégration au niveau de l'Union africaine. Et je pense que des concerts avec la Commission de l'Union africaine, les institutions panafricaines devraient également travailler sur cet agenda pour atteindre cet objectif-là. Je pense que s'il faut penser l'Afrique de façon plus holistique, c'est davantage vers là qu'il faut aller. D'accord. Pour justement aller vers une meilleure croissance, il est important de s'assurer de la bonne santé des communautés régionales. Ça me permet de revenir justement sur votre séjour à la tête de la BEAC. C'est l'un de vos atouts. Cet important mandat de gouverneur de la BEAC, vous arrivez à la tête de l'institution en 2017 avec un contexte de crise économique, avec la crise des matières premières. Aujourd'hui, après les réformes drastiques que vous avez menées sur le terrain, quel bilan est-ce que vous pouvez dresser de la situation économique en Afrique centrale? C'est en effet une expérience très enrichissante de travailler comme gouverneur de banque centrale d'une union monétaire. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et surtout que le mien, mon mandat est intervenu dans une conjoncture, comme vous le rappelez, très difficile, qui a été effectivement jalonnée par des chocs conjoncturels consécutifs justement à la volatilité des cours des matières premières, notamment le pétrole. Dans cette période, on a connu aussi la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et leurs corollaires des conséquences économiques. Ça a été difficile. Avec l'appui justement des dirigeants de la zone, nous avons mis en place un programme qui s'appelle Programme de réforme économique de la CEMAC. Le PREF CEMAC. Économique et financière, effectivement le PREF CEMAC. Et cela nous a permis, en ce qui concerne en tout cas sur le pilier qui concernait les finances, la finance et la monnaie, on a réalisé des réformes majeures, notamment la réforme de la réglementation d'échange pour consolider nos positions extérieures et surtout la consolidation de nos réserves d'échange, assurer une transparence dans le flux financier. Nous avons également réformé les cadres stratégiques, opérationnels et institutionnels de la conduite de la politique monétaire. Ce qui nous a donné une meilleure retransmission des impulsions des politiques monétaires dans le secteur réel. Et on a aussi consolidé l'assise financière de la Banque centrale. Et voilà, on avait des déficits de 50 milliards. Quand je suis parti, on avait un bénéfice de 310 milliards. Nos réserves ont été consolidées. Quand je suis arrivé, c'était 1 mois de réserve, de couverture. Et là, quand je partais, on a à peu près 7 mois de couverture d'importation de biens et services. Des résultats qui, j'en suis sûr, pèseront sur la balance en mai prochain pour l'élection
Je l'espère. Je l'espère. C'est des acquis qu'il faut consolider. C'est jamais acquis. Et je pense que aujourd'hui, avec les nouveaux dirigeants, j'ai bon espoir que ces actions sont consolidées et renforcées davantage. Merci. Pour mettre notre institution capable justement d'affronter les enjeux futurs. Merci Abbas Mahamatoli d'avoir été notre invité sur Africa 24. Je vous en prie. Merci, oui. Et c'était le journal de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.